Donc, je vous propose de démarrer. Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir dans cette salle qui est prêtée par la Chambre d'agriculture. Je voudrais remercier le président Henri Frémont et puis la directrice générale, Madame Braconnier. Je ne sais pas si elle est là. Non. Donc, merci à eux de nous avoir accueillis dans cette salle. Alors, le Crédit Agricole de Touraine-Poitou est investi dans la transition climatique depuis de nombreuses années et a développé un certain nombre d'expertises locales avec des équipes qui ont été insérées dans les équipes traditionnelles de la banque, qui connaissent, qui ont développé des savoir-faire particuliers. On a développé aussi un certain nombre de partenariats au niveau de deux départements, que ce soit du 37 et du 86. On a été jusqu'à prendre des participations dans des PME, des ETI, qui sont des énergéticiens, que ce soit Sorégie, que ce soit JLT, en particulier, je pense à eux parce qu'on est très engagé dans le développement de ces entreprises qui font du photovoltaïque. Et puis la caisse régionale porte en réalité, aujourd'hui, c'est la première caisse régionale de France en termes d'encours portés sur les énergies renouvelables, avec 750 millions d'euros d'encours. Au 31-12 de l'an dernier, on a comme projet de dépasser le milliard d'euros d'encours dans les 3 ans qui viennent, de façon à accompagner ces grands enjeux de la transition climatique qui s'accélèrent avec des besoins de plus en plus importants, que ce soit dans le domaine du photovoltaïque, de la méthanisation, de l'éolien, des chaufferies bois et même de l'hydroélectricité, puisque la Caisse est engagée dans des projets de financement dans les Pyrénées notamment, par le biais de Sorégie, puisque c'est un énergéticien qui est sur la Vienne et qui a investi dans des centrales hydroélectriques. Et on souhaite jouer un rôle aussi dans la mise en place de crédits carbone, qui va nous rassembler ce soir, pour les forestiers, mais aussi les agriculteurs, puisque les agriculteurs ont le même sujet de crédit carbone, notamment en finançant, et on a déjà commencé à le faire, en finançant les diagnostics carbone pour les agriculteurs. La forêt, c'est plus de 20% de la surface du territoire du 37 et du 86. Et avec la crise du coût d'énergie, nos citoyens redécouvrent les vertus du bois. Ils découvrent notamment que c'est une ressource locale qui est renouvelable, qui est suffisante, qui est moins chère pour se chauffer. Et c'est aussi la première énergie renouvelable du mix énergétique quand on sait qu'elle fournit 70% de la consommation de chaleur du pays. Et c'est aussi un levier de séquestration carbone, c'est ce que nous allons voir ce soir. Alors, certains, vous le savez, jouent sur les ignorances pour stigmatiser, et voire caricaturer les pratiques d'exploitation raisonnée et tenter d'entraver l'utilisation du bois dans l'économie. Et nous avons collectivement un travail de pédagogie à faire pour valoriser la noblesse de l'activité forestière et remettre du bon sens dans les esprits. C'est pour ça que le Crédit Agricole de Touraine et du Poitou est fier d'y contribuer et s'engage pour agir chaque jour dans l'intérêt des clients et de la société. C'est dans ce contexte que la Banque Verte, par son implantation et ses capacités d'intervention, souhaite être la banque des forestiers et prend des initiatives pour à la fois diffuser des informations utiles aux propriétaires, souvent clients de la Banque Verte, identifier des projets des acteurs de la filière, financer des investissements des différents acteurs de cette même filière, jouer les synergies en B2B pour promouvoir des débouchés, notamment dans le domaine de la construction, je pense notamment à la promotion, et quelquefois investir directement en capital pour développer des champions locaux. La réunion de ce soir, en fait, est ouverte à la fois aux forestiers, mais aussi aux entreprises PME et ETI du territoire qui ont été invitées, collectivités, élus et promoteurs immobiliers. Son organisation avec nos partenaires est une illustration de cet engagement et n'aurait pu se faire sans les relations naturelles et souvent amicales qui unissent les organisations professionnelles agricoles et forestiers entre eux et qui prennent du plaisir à travailler ensemble, comme en témoignent les nombreux visages connus dans cette assemblée. Je vous remercie donc de votre présence, qui est une stimulation à poursuivre nos actions. Et je remercie plus particulièrement de leur présence Jean-Pierre Pigagnol, qui est le président du CRPF Île-de-France Centre-Val de Loire. Hein, tu préciseras, Jean-Pierre. Éric Topan, qui est le directeur général de France-Sylva. Hortense Viard, qui nous parlera de la mise en place des crédits carbone.
et puis Antoine de Roffignac et Jean Degnaud, respectivement président et vice-président, j'espère que mes informations sont exactes, des forestiers du 37 et du 86. Donc ils vont dans un premier temps prendre la parole et nous présenter les sujets de la forêt, mais plus particulièrement le label carbone qui nous intéresse ce soir. Puis nous engagerons, si vous voulez bien, les échanges sous forme de questions-réponses. J'en ai préparé un certain nombre, donc j'ai les anti-sèches, mais je pense que vous en avez vous-même et vous pourrez les préparer de façon à les poser à nos interlocuteurs. Nous clôturerons cette réunion vers 19h30, sachant que derrière, vous avez vu, il y a un petit cocktail qui permettra de poursuivre nos échanges autour d'un verre et puis d'une restauration. Jean-Pierre, puisque mon temps est épuisé, je te passe la parole. Merci Emmanuel. Donc, en 2 mots, je vous présente le CNPF, parce que personne ne connaît cet organisme. Je vous rassure, je rencontre des députés, ils ne savent même pas que ça existe. Donc tout le monde connaît l'ONF, qui s'occupe de la forêt publique. La forêt publique, c'est 25% de la forêt en France. 25% de la forêt métropolitaine, on va rajouter, en France. Et donc les 75% restants sont encadrés par le CNPF, qui est donc un organisme public, mais qui a la particularité d'être administré par des propriétaires privés. Je suis donc un propriétaire privé, comme pas mal de personnes parmi vous. Et donc, c'est un conseil d'administration qui va aider à la tâche principale du CNPF, c'est la validation des plans simples de gestion. Dès que vous avez plus de 25 hectares, vous êtes obligé de vous engager, de donner une structure à votre sylviculture et de choisir les orientations que vous allez faire. Donc le CNPF, c'est ça. En ce moment, dans la région centre, on vient de soumettre ce qu'on appelle le SRGS, c'est-à-dire le schéma régional de gestion sylvicole. C'est le cadre des plans simples de gestion. Donc c'est un parcours qui est très compliqué, très long. On passe devant des partenaires, on passe devant l'autorité environnementale. Il y a une enquête publique qui s'est close au 14 décembre. On fait des remarques, des réponses, des questions, etc. Le préfet également, il y a l'avis du préfet, excusez-moi, j'ai oublié le préfet. Et ensuite, on transmet ça au ministre qui valide ce cadre, a priori, pour une dizaine d'années. Voilà. Et donc, maintenant, ça c'est la partie CNPF. J'appartiens aussi à France-Sylva. Alors j'ai mis le CNPF parce que j'ai qu'un seul aimant, je ne pouvais pas mettre les deux. Mais comme il y a pas mal de représentants de France-Sylva ce soir, c'était bien que je représente le CNPF. Et donc je pense que je vais céder la parole à Eric par rapport à France-Sylva, qui pourra présenter peut-être plus précisément avec des slides correspondants. J'aurais pu, mais comme Emmanuel a déjà présenté les 2 présidents et vice-présidents de France-Sylva, je laisse la parole à Eric pour la partie France-Sylva. Merci Jean-Pierre. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Éric Topan, je suis le directeur général de France-Sylva Service, qui est la filiale de la fédération France-Sylva. Et effectivement, j'ai quelques slides pour étayer un peu mon propos, parce que si vous ne connaissez pas bien le CNPF, je pense que vous ne connaissez pas bien non plus France-Sylva. Un mot, donc France-Sylva, c'est une structure représentative donc des propriétaires forestiers privés, partout en France, d'abord au niveau national, à travers la Fédération nationale des forestiers privés de France, et 78 syndicats départementaux et régionaux. 80 ans d'existence et une répartition partout sur le territoire, c'est autour des grands enjeux forestiers, avec 50 000 adhérents qui possèdent 2,5 millions d'hectares de forêt. Donc c'est l'interlocuteur des pouvoirs publics, des partenaires, de la filière, sur tous les sujets qui ont trait à la forêt, à la propriété forestière, à sa valorisation, à sa défense, etc., etc. Et justement, ça tombe bien parce qu'il y en a beaucoup des sujets et, qui nous concernent et sur lesquels on doit s'exprimer et sur lesquels on peut agir dans un souci de valorisation. La forêt en France, c'est un acteur majeur du territoire. 17 millions d'hectares de forêt, c'est 31% du territoire métropolitain. Elle est, comme le disait Jean-Pierre, aux 3/4 privée. Et elle appartient à 3,5 millions de propriétaires forestiers partout en France, avec des taux de boisement, vous voyez, qui, ici, les cartes sur la droite, par département ou par région, montrent que la forêt est surtout en montagne, dans le Massif central, dans le Grand Est, en Nouvelle-Aquitaine, et on voit que sur le Grand Ouest, les taux de boisement sont autour de 15 à 25% et moins de 15% dans la partie bretonne notamment. Cette forêt, elle est surtout feuillue.
Alors vous le savez peut-être bien ici dans la salle et dans le département et dans les départements, mais elle est surtout feuillue et ça on ne le sait pas assez. Et dans les grands débats du moment, on parle beaucoup trop d'enraisinement, etc. La réalité de la forêt française, c'est qu'elle est à 67% feuillue et même mélangée, puisque 84% de la forêt française est composée de peuplement à au moins 2 essences. Plus près, je bouge pas. À la verticale ? Ok. Cette forêt, elle évolue, elle est en croissance. Là aussi, on entend beaucoup parler de déforestation, pas plus tard que ces derniers jours, notamment par des discussions, des dynamiques au niveau européen. La déforestation en France, en Europe, ça n'a pas de sens. Ça veut dire raser une forêt pour la remplacer par autre chose. C'est toute la démarche inverse qui est en place depuis bien longtemps, puisqu'aujourd'hui, je vous disais 31% du territoire, et c'est une forêt qui a doublé de surface en 150 ans. Vous avez la carte ici de France 1850, vous voyez les taches vertes représentant la forêt, vous voyez celle plus près de nous, 2012 ici à l'écran. Donc la France est un grand pays forestier avec une forêt qui est en croissance. Alors ça ne veut pas dire que tout va bien dans cette forêt en croissance, mais en tout cas, le fait que la forêt régresse, qu'il y a de la déforestation, non, ça c'est des choses qui sont absolument fausses. Elle est génératrice d'emplois, créatrice d'emplois, 440 000 emplois, alors pas qu'en forêt, forêt et l'ensemble de la filière d'utilisation et de valorisation du bois. 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans une banque, on va parler un peu dessous quand même, avec une banque à la Chambre aujourd'hui, et 25 milliards d'euros de valeur ajoutée, donc c'est une filière qui compte. Je vous disais 3,5 millions de propriétaires forestiers, 2 200 000 propriétaires de moins d'1 hectare, et puis ensuite vous avez une ventilation par classe de surface qui montre que elle est très diversifiée, cette forêt, ne serait-ce que dans sa propriété, dans les modes de gestion. Chaque propriétaire peut donner à sa forêt l'orientation qu'il souhaite. Dans le cas des documents de gestion, s'il y est soumis à partir de 4 hectares, volontaires jusqu'à 25, et ensuite à travers les documents de gestion, les plans simples de gestion dont parlait Jean-Pierre. Donc il y a aussi une diversité liée aux propriétaires et aux choix et aux orientations du propriétaire. Quelques éléments complémentaires avant d'arriver au carbone, mais vous allez voir qu'on va y arriver par l'enjeu de la valorisation. C'est bien, on a une forêt, elle est privée, elle appartient à une diversité de tout un chacun. Maintenant, on en fait quoi de cette forêt? Alors, on la protège, on la gère, mais il faudrait encore en sortir un revenu pour justement pouvoir réinvestir, dynamiser, adapter aux enjeux du changement climatique. Voilà, alors ça tombe bien parce que cette forêt, elle est un vrai générateur de richesse. De création de valeur, d'emploi et donc de valeur, puisque en gros, 1 euro investi permet de créer 50 euros de valeur sur le territoire. D'abord en forêt, par les travaux, ensuite par l'utilisation des bois, les bois sur pied qui sont ensuite transformés, on parlait d'énergie tout à l'heure, c'est une valorisation et une transformation, avec les sciages et les bois d'œuvre, etc. Donc c'est vraiment un enjeu majeur de valorisation, de création de richesse sur une ressource qui plus est qui doit être entretenue et dans laquelle on doit absolument s'impliquer et investir en ce moment. Puis ça tombe bien, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas délocalisable en plus. Donc on a de vraies opportunités et on peut en faire des tours, on peut en faire bien sûr des structures bois, on peut embellir et agencer des salles, n'est-ce pas, et sans parler de tous les services qu'elle rend, qu'elle nous rend gratuitement. Elle agit sur le cycle de l'eau et elle permet de mobiliser un matériau qui est vertueux. Quand on utilise du bois, c'est du carbone stocké. Il n'a pas été relargué, il est là devant vous. Il va y rester aussi longtemps que cette salle restera ainsi. Donc il y a un vrai enjeu de valorisation et d'utilisation de ce matériau, alors que d'autres, vous voyez, émettent, béton, 4 fois plus, aluminium, 30 fois plus de carbone que le matériau bois. Donc là aussi, il y a un vrai enjeu qui nous concerne tous, puisqu'on a tous la possibilité d'agir là-dessus, ne serait-ce que dans un rôle de consommateur. Choisir le bois, c'est contribuer, s'il est français, issu de forêts gérées durablement, c'est de contribuer à dynamiser cette forêt. Ça tombe bien, et je terminerai mes propos là-dessus, ça tombe bien parce que cette forêt, elle a réellement besoin d'être dynamisée, ou en tout cas, elle a besoin d'investissement. Elle a besoin d'investissement parce que son seul revenu, c'est le bois, jusqu'à présent. Et tous les services qu'elle produit, paysage, eau, récréation, eh bien, ne sont pas rémunérés, ou de manière absolument marginale. Alors que les coûts des investissements en forêt, reboiser un hectare, ça coûte entre 3 000 et 8 000 euros par hectare.
selon la configuration, les peuplements, les essences, la station, les risques, la pression du gibier, etc. Si vous partez d'un taillis pauvre et qu'on vous dit bah voilà, votre taillis il est assez pauvre, il ne va pas vous permettre de faire grand chose, vous pourriez planter des essences plus adaptées ou essayer de faire une régénération naturelle assistée, etc. Ça va vous coûter bien plus cher que la maigre recette du taillis en question qui sera inférieure à 3 000 €. Donc le forestier, il va y être de sa poche et même pour beaucoup. Et bilan, il y a de moins en moins de propriétaires qui réinvestissent après coupe. C'est une dynamique qu'on observe depuis une vingtaine d'années. Ça tombe mal, parce qu'il faut vraiment investir beaucoup plus maintenant et dans les années qui viennent que ce qu'on a pu faire ces dernières années, parce que le changement climatique, il est là. Et en forêt, il est vraiment là, et il va vite, et ses impacts sont assez importants. Sécheresse, regardez les 20 dernières années, 2003, 2006, 2015, 18, 19, 20, 22, c'est des impacts terribles sur les forêts, avec une mortalité toujours plus forte. Les scolites, dans le Grand Est de la France, ces insectes qui ont dévasté des dizaines de milliers d'hectares de forêts, Grand Est de la France, mais en Allemagne, en République tchèque, c'est une situation qui est partagée avec nos partenaires européens. Les tempêtes, 99, 2009, les incendies, cet été, 60 000 hectares, les dégâts de gibier, on en parlera plus tard si vous voulez, autour d'un verre. Et à côté de ça, vous avez la dynamique des prix en euros constants, corrigée de l'inflation. Vous voyez que modulo le soubresaut du chêne sur les années récentes, les tendances sont quand même pas à la forte rémunération de l'investissement, de la prise de risque et de l'abnégation du forestier. Alors qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et ce reboisement, il est en repli importante, puisqu'on reboise en gros 25 000 hectares de forêt chaque année, 4 fois moins qu'au début des années 90. Alors pourquoi ? Parce que jusqu'à la fin des années 90, il existait un fonds public de financement du renouvellement forestier, le Fonds forestier national. Fin des années 90, pour des raisons budgétaires principalement, ce fonds s'arrête, n'est plus alimenté, il n'y a plus de subventions. Eh bien, face au risque en plus dont je parlais, l'investissement forestier s'effondre, alors que nos partenaires européens, l'Allemagne, reboise 4 fois plus que nous, la Pologne, jusqu'à 10 fois plus que nous. Il y a des choix d'investissement massifs qui sont faits, et c'est la raison pour laquelle on est heureux de pouvoir, à travers les enjeux... Alors non, j'allais trop vite, pardon, j'avais une dernière diapo sur les défis. On est heureux, j'allais dire, d'avoir des dispositifs enfin nouveaux de financement, parce qu'on doit répondre à 2 défis. Défi d'abord économique, on a une vraie opportunité de valoriser la ressource forestière et les produits qui en découlent, d'autant plus qu'on n'exploite que la moitié de ce qui pousse chaque année en France. C'est ainsi depuis des décennies. Donc bien sûr, on ne déforeste pas, et encore moins on a une gestion qui n'est pas durable. Au contraire, on ne prélève que la moitié chaque année de ce qui pousse en France. Tout mis bout à bout, le bois d'œuvre, celui qui va être utilisé dans ses usages, le bois énergie, la bûche, tout mis bout à bout. Ce n'est que la moitié de l'accroissement naturel de la forêt française qui est prélevé chaque année. Les investissements sont bien faibles depuis une vingtaine d'années, eu égard à ce que je vous disais tout à l'heure. Et face à ça, la demande des marchés, des consommateurs, pour les produits bois, elle augmente significativement. Elle augmente structurellement. Déjà, elle suit la démographie, et en plus, le bois est appelé à de plus en plus utiliser un rôle majeur. On a parlé d'énergie, de construction et d'autres usages, puisqu'il est vertueux par rapport à d'autres matériaux. Et on a un défi environnemental, il faut adapter cette forêt au climat de demain, puisqu'elle contribue en plus fortement. C'est notre meilleur allié, en tout cas naturel, celui sur lequel on peut agir pour séquestrer du carbone dans l'atmosphère. Donc pour toutes ces raisons, on est heureux de pouvoir mettre en œuvre un cadre de rémunération des orientations sylvicoles que peuvent prendre les forestiers pour renouveler et investir en forêt à travers le label bas carbone. Je te passe la parole. Ah oui, j'avais une diapo sur le déficit, mais je crois que Jean-Pierre, tu voulais en dire un mot ou tu veux que je... Bon, alors juste un mot, c'est sur la croissance des marchés, la demande qui est très très forte. Nous sommes importateurs de bois en France. Nous importons
du bois, c'est un déficit chronique depuis 25 ans à peu près. Nous importons surtout des meubles et du papier et du carton. C'est des raisons d'abord de compétitivité prix, enfin, c'est moins cher de les produire ailleurs dans le monde. Coût des intrants, enfin, de l'énergie, des produits et de la main-d'œuvre, bien entendu. Ce déficit représente quand même 10% du déficit commercial de la France. Et cette année 2021, il est record. 8 milliards d'euros de déficit. Les produits bois, qu'on s'entende bien sur les produits bois, c'est aussi bien la charpente qui est ici, le parquet, le meuble, le papier, le carton, qui est concerné par cela. Et donc, vous voyez que nos échanges sont déficitaires. Alors bien sûr, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, compétitivité prix, avec des pays de l'hémisphère sud, encore à bas coût, en tout cas très compétitifs, la Chine bien sûr, vous voyez le Brésil, puis ce sont des pays qui comptent dans le monde du bois, mais d'abord et surtout avec nos voisins européens, où là on oublie les problématiques de compétitivité prix, ou en tout cas de main-d'œuvre, ou de coût de la main-d'œuvre, quand on parle de l'Allemagne, la Finlande, la Suède, et l'Allemagne c'est un pays qui a moins de forêt que la France. 17 millions d'hectares de forêt en France, je vous disais tout à l'heure, 11 millions d'hectares en Allemagne, ils produisent 3 fois plus de sciage que nous, et ils ont une filière qui mobilise un peu plus d'1 million d'emplois, je vous disais 440 000 chez nous. Alors on se compare souvent avec l'Allemagne, et souvent en les regardant un peu comme ça, c'est aussi valable dans le domaine du bois. Alors quand on parle d'industrie, se dire que l'Allemagne est forte, ça surprendra personne. Néanmoins, attention, ils ont une forêt moins importante que la nôtre, donc il y a vraiment une véritable dynamique à remettre en mouvement en France. Les pouvoirs publics en ont pris conscience, enfin. Je ne vais pas dire qu'ils ont mobilisé des moyens, néanmoins il y a des dispositifs qui se mettent en place et vraiment aujourd'hui on sent qu'il y a une meilleure écoute. On verra à la suite si elle se traduit par des actes concrets. En tout cas, l'écoute elle est d'autant plus là que la forêt est la principale pompe à carbone et ça c'est un enjeu qui aujourd'hui est vraiment fortement pris en compte à tel point que certains ne voient de la forêt que le côté pompe à carbone. En tout cas, si ça nous permet de réinvestir, de renouveler, de récolter plus de bois, parce que si vous renouvelez la forêt, c'est-à-dire que vous allez couper du bois et récolter du bois. Ça tombe bien, on en a besoin, on en importe un tiers de nos besoins. Donc autant utiliser les bois issus de forêts françaises, gérés durablement, ce qui nous permettra d'installer des forêts plus adaptées au climat de demain. 2050 et même 2030 sont des horizons où les changements sont déjà quasiment là, le plus 1,5 à horizon 2030-35, on a une chance sur 2 d'y aller, le dernier rapport publié il y a 3 semaines. Et donc ça contribuera aussi à réduire les émissions de la France. Donc voilà, toutes les bonnes raisons pour lesquelles il faut accompagner l'investissement des forestiers, et c'est justement à travers le dispositif Label Bas Carbone que chacun peut y contribuer. Voilà, Hortense, je te passe la parole, je crois c'est à toi. Ou peut-être... Non. Ah. Oui. Antoine, à vous pour... Merci. Donc, bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués et aux autres aussi. Je renouvelle mon salut. La forêt en Touraine représente 150 000 hectares, 90% privés, donc c'est un pourcentage supérieur au pourcentage national. Le syndicat des forestiers privés de Touraine, Francilva Touraine, regroupe près de 500 adhérents et qui représente près de 45 000 hectares. Donc on a on couvre environ le tiers de la forêt privée qui est adhérente à notre syndicat. On a 3 grands, et on va retrouver certains propos tenus par Éric Toppan, on a 3 grands défis. Le premier défi, c'est évidemment les conséquences du changement climatique et le risque d'incendie. Alors, c'est pas le sujet, on va pas en parler aujourd'hui, mais il y a quand même s'il n'y a pas de réponse miracle aujourd'hui, il y a quand même des pistes aujourd'hui qui commencent à se faire jour en termes de pratiques sylvicoles, d'introduction d'essences un peu nouvelles. Et puis sur le risque incendie, la Touraine et le département pilote au niveau de la région, l'État, enfin le département, et pilote au niveau de la région sur la DFC, la défense des forêts contre les incendies de forêt. Deuxième grand défi, c'est l'équilibre sylvo-synergétique, qui est variable selon les massifs, mais on a quand même un déséquilibre dans beaucoup de massifs importants, à la fois de cervidés et de sangliers, qui peuvent aller jusqu'à remettre en cause le renouvellement même des forêts. Donc on a un dialogue avec la Fédération des chasseurs pour essayer de traiter ce sujet-là. Il y a une
pierre d'achoppement forte en ce moment entre nos deux organisations, qui est la question du financement des dégâts de sangliers. Et donc on a une nouvelle réunion avec les fédérations après-demain pour essayer d'avancer sur ce sujet conflictuel. Et puis le troisième grand défi, qui est peut-être le plus important, c'est parce que le plus difficile à traiter, c'est les attentes sociétales. J'étais encore il y a quelques jours dans une réunion avec des écologistes ou des environnementalistes vraiment militants, et on est sur deux planètes vraiment différentes, et donc on essaie de passer le message, de le passer, de le repasser, de le repasser, en disant que l'objectif de la forêt, l'objectif premier, c'est de produire du bois de qualité, dont la construction et l'économie en général ont de plus en plus besoin. C'est la vocation de la forêt, dans le respect du développement durable, dans le cadre des plans de SAM de gestion et des différents documents qui obligent, à juste titre, les forestiers à préparer l'avenir aussi dans leur méthode sylvicole, sans occulter évidemment les deux autres fonctions de la forêt qui sont le rôle environnemental, de captation et de séquestration du CO2, de filtration des eaux, de préservation de la biodiversité, et sans occulter aussi évidemment le rôle sociétal qui est aussi, la forêt est aussi un lieu de loisirs et de promenade, la forêt publique en premier et la forêt privée pour ce qui concerne les chemins privés, dans le respect de la propriété privée qui l'entoure. Mais je pense que c'est important qu'on passe tous, chacun à notre niveau, le message: les forestiers sont là d'abord pour produire du bois et pour en attendre un revenu légitime, non pas pour s'enrichir, Éric Topin a montré les chiffres, non pas pour s'enrichir, mais simplement pour entretenir et pour renouveler la forêt. Donc voilà en quelques mots la forêt en Touraine. Juste un dernier mot, on a un projet important qui est en cours, qui avance bien sur ce terrain même de la Chambre d'agriculture, de la construction d'une maison de la forêt, de la filière bois-énergie et de la ruralité, donc construction en bois naturellement. Donc le dossier avance, le permis de construire a été déposé, l'architecte est en train de finaliser son dossier d'un point de vue des coûts. Et donc, on aura aussi un rôle dans cette forêt. On abritera également l'activité de structuration de la filière bois-énergie en Touraine. Voilà. Et donc, pour ce faire, nous sommes aidés à la fois par le conseil régional et par la métropole de Tours. Merci, bonjour à tous. Je m'appelle Jean Degnaud. Juste avant de commencer, au niveau du CNPF, je voudrais quand même ajouter une particularité qui me paraît importante, parce que je suis suppléant au CNPF en Poitou-Charentes. C'est que c'est le seul organisme, à ma connaissance, qui donne des conseils gratuits. Bon, je suis désolé, il y a un expert forestier et Alliance, mais et donc je pense qu'il faut le signaler, parce que c'est le souligner, parce que c'est quand même assez rare. Bon. Voilà. Alors, moi je suis vice-président de Francilva Poitou-Charentes, le syndicat des forestiers et sylviculteurs privés, et en charge, donc on est une union régionale Poitou-Charentes, donc on a Charente-Maritime, Charente, Deux-Sèvres et la Vienne, et moi je m'occupe plus particulièrement de la Vienne. La Vienne, alors il y a 30 ans on avait 100 000 hectares, aujourd'hui on a 125 000 hectares. Alors, pourquoi cet accroissement? Comment ça s'est passé? En fait, on a des zones agricoles qui périclitaient un peu parce qu'on a une terre un peu pauvre. Et donc, c'est surtout des terres agricoles qui ont été boisées. Et parfois, on a un peu de landes ou alors des gens qui ne s'occupent pas de leurs terres agricoles et ça devient des landes. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a 25 000 hectares en plus en 30 ans à peu près. Alors, le syndicat a 330, on est moins riche que l'Indre-et-Loire. Nous n'avons que 330 adhérents. On a 23 000 hectares à peu près. Et il faut savoir que la Vienne est hyper morcelée, et c'est notre problème numéro 1. C'est-à-dire qu'on a 99 propriétaires qui ont plus de 100 hectares. Et on a 8 000 propriétaires qui ont entre 1 et 4 hectares. Et on a 29 000 propriétaires qui ont moins d'1 hectare. Donc notre mission, c'est le remembrement. Donc avec le conseil départemental, on a des aides, on avait des aides jusqu'à encore cette année pour essayer de remembrer tout ça, parce que quand quelqu'un qui a un quart d'hectare, faire venir un expert forestier pour un quart d'hectare ou une entreprise forestière, c'est un peu compliqué. Et alors on ne trouve plus de bûcherons non plus, hein, ça c'est très compliqué aussi. Donc notre souci, c'est le remembrement et trouver
des gens et trouver des gens qui travaillent le bois. Voilà, c'est ça nos deux enjeux. Alors, on est assez complémentaires. Alors, la Vienne a une particularité, c'est qu'on a une biodiversité au niveau de la forêt qui est intéressante. On est presque à 80% de feuillus aussi, mais donc on a moins par rapport... Parce que j'ai oublié de vous dire que la Vienne fait partie de la Nouvelle-Aquitaine maintenant. Donc c'est une énorme région. Et alors quand on parle de Nouvelle-Aquitaine, on pense tout de suite aux Landes, aux pins. Mais en fait, nous, on est quand même bien un peu plus proche de vous que de Bordeaux. Et on est assez diversifié en on a du feuillu et beaucoup de différents types de feuillus. Hein. Ça va du chêne à l'érable en passant par le merisier ou le hêtre. Et on a fait de la popiliculture, comme dans les Deux-Sèvres, dans le Marais Poitevin, il y en a beaucoup aussi. Mais eux, ils ont encore plus de problèmes que nous parce que chaque propriétaire a 3 ou 4 peupliers et donc c'est un peu compliqué à gérer. Bon. Alors que nous, c'est un petit peu plus regroupé. Et sur le plan environnemental, on a de bons rapports avec nos élus, même parce qu'on a une nouvelle élue qui est NUPS Écolo, qui est venue à une visite forestière. Ça s'est bien passé. Je pense que c'est hyper important d'avoir de bonnes relations avec nos élus, mais aussi le grand public. Et alors, nous, France Sylva, Poitou-Charentes, on fait pas mal de visites pour les forestiers, pour les former, les informer. Enfin, ça se passe plutôt bien. Mais par contre, on est nul avec le grand public. En tout cas, dans ma région, hein, je ne parle pas pour les autres. Et donc, je pense qu'on va commencer à travailler avec les communautés de communes pour ouvrir nos forêts pour la Journée internationale des forêts, par exemple, ou la Nuit des forêts. On va essayer de mélanger musique et attractivité pour faire venir le grand public, pour leur montrer notre travail, parce qu'ils ne se rendent pas compte. Parce que moi, dès que je coupe 1 hectare, je m'en prends plein la poire. Bon, parce que je suis sylviculteur aussi. Bon. Et donc... alors que je vais replanter derrière, bien sûr, c'est promis replanter derrière. Donc il y a un travail d'explication assez important à faire. Et donc notre rôle, c'est le remembrement et l'accueil du grand public, et expliquer au grand public comment on travaille et nos valeurs. Voilà. Bonjour à tous, Hortense Biard. Je suis chargée des projets carbone pour les services de la Fédération France Sylva et je vais vous présenter un outil de compensation carbone ou contribution qui a été développé en France qui s'appelle le label bas carbone. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on parle autant du rôle de la forêt dans l'atténuation du changement climatique? Parce que la forêt, c'est le premier puits de carbone terrestre qui existe. Le puits de carbone général majoritaire, c'est les océans, mais les premiers puits de carbone terrestres, c'est la forêt. Et on dit en général que la forêt absorbe tous les ans environ 7% de nos émissions de gaz à effet de serre nationales. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que l'objectif pour essayer d'atténuer le changement climatique, de limiter ses effets et en 2050 d'atteindre la neutralité carbone, c'est d'arriver à équilibrer le niveau des émissions de CO2 qu'on émettra en France avec le niveau d'absorption de carbone qu'on pourra atteindre grâce au puits de carbone et principalement la forêt. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est comment est-ce que on entretient nos forêts, on les maintient, on coupe du bois pour arriver à ce niveau de puits de carbone en 2050. Et les chiffres nous disent qu'il faut à peu près réussir à le doubler, in situ grâce à la séquestration en forêt et ex situ grâce au stockage dans les produits bois et à la substitution. Donc pourquoi est-ce que grâce à des projets forestiers, soutenir des projets forestiers, c'est bon pour tout ça ? Parce que je vais vous parler des 3 S de la forêt. Séquestration, stockage et substitution. Donc séquestration, c'est le rôle de captation de carbone de la forêt quand les arbres poussent, d'accord, grâce au processus de la photosynthèse. Ensuite, le stockage, on l'a déjà un petit peu dit, mais lorsqu'on coupe du bois d'œuf par exemple, des poutres pour construire Notre-Dame, et ce carbone reste stocké pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Il ne se remet pas dans l'atmosphère, contrairement à ce que peut entendre. Et puis ensuite, utiliser des matériaux ou de l'énergie
à la place de matériaux ou d'énergie fossile, on substitue directement en fait des émissions par rapport à l'acier, à l'aluminium, etc. Donc c'est vraiment ces 3 S de la forêt qu'on va réussir à valoriser grâce au label bas carbone. Et puis rappeler aussi qu'on a un gros sujet d'adaptation avec le climat qui progresse environ 10 fois plus vite que la migration naturelle des arbres. Donc pour ça, le rôle des sylviculteurs va être nécessaire pour essayer d'apporter son rôle. Et enfin, il y a un gros enjeu biodiversité parce que la forêt, c'est environ 72% de la flore nationale avec plus de 150 espèces, parfois on dit jusqu'à 190, je ne suis pas biologiste non plus, mais il y a un gros enjeu biodiversité pour maintenir notre forêt. Donc, qu'est-ce que la contribution carbone volontaire, ou aussi appelée la compensation carbone? En fait, c'est une mécanique issue du protocole de Kyoto à la fin des années 90. L'idée, c'était que les pays du Nord, les pays développés, puissent financer des projets de séquestration carbone dans les pays du Sud. Et c'était un mécanisme de développement et de développement climatique. Et en France, les forestiers, pendant 10 ans de recherche, donc France Silva aux côtés du CNPF, et puis avec I4C, qui est un institut d'économie pour le climat de la Caisse des dépôts, ils se sont emparés de ce sujet du carbone en se disant que ce serait une bonne idée de relocaliser ce mécanisme de compensation carbone. Et pour ça, on est abouti au développement du cadre du label bas carbone. L'idée, c'est vraiment de reconnaître les services rendus par les forestiers au quotidien, en entretenant leur bois, en faisant de la sylviculture, et que ces forestiers puissent devenir producteurs de services carbone également. Et puis quelques chiffres en bas, vous voyez les localisations en fait, des acheteurs de projets carbone et puis la localisation des projets. On voit qu'il y a une grande majorité d'Européens et puis il y avait une forte majorité, on va dire 98% de projets dans les pays du Sud. Et du coup, créer un mécanisme en France, ça permet de répondre aussi à une demande locale des financeurs. Donc le label bas carbone, qu'est-ce que c'est? C'est un standard de certification carbone piloté par le ministère de la Transition écologique. L'objectif, c'est que des entreprises françaises puissent contribuer directement à des projets sur le territoire. Et l'idée, c'est de déclencher des changements de pratiques chez les forestiers qui améliorent la séquestration du carbone, l'usage des produits bois, mais aussi tous les autres co-bénéfices de la gestion forestière, la filtration de l'eau, la purification de l'air, les objectifs de biodiversité, l'emploi local. Et donc la finance carbone, pour nous, c'est vraiment un outil face au manque de renouvellement forestier dont on parlait, manque depuis 20 ans, et puis face aussi au changement climatique. Alors, quel type de projet est-ce qu'on peut financer ou on peut réaliser chez soi quand on est forestier avec le label bas carbone? Aujourd'hui, il y a 3 méthodes validées qui ont été rédigées par le CNPF. La première, c'est le boisement de friches ou de terres agricoles, des terres qui ne sont pas forestières depuis au moins 10 ans en général. La deuxième, c'est la reconstitution de forêts dégradées. Donc, gros enjeu pour nous forestiers. On a des milliers, voire millions d'hectares bientôt à reboiser. Ensuite, aux effets directs du changement climatique, tempêtes, incendies, parasites et puis dépérissements dus à des maladies. Et enfin, il y a une méthode qui permet de convertir des taillis en futaies sur souche. C'est sélectionner en gros des brins d'un taillis pour produire du bois d'œuvre ensuite. Donc ça, c'était les méthodes actuelles en cours et que vous pourriez appliquer chez vous si vous souhaitez monter un projet. On s'attache aussi, on sait que ça ne couvre pas tous les périmètres de la gestion forestière et donc il y a des méthodes en cours de développement. Une sur la sylviculture du pin d'Alep, puis on en est un peu loin ici, mais surtout l'allongement des durées de révolution de production ou l'irrégularisation de forêts régulières. Il y a une méthode sur l'enrichissement de forêts pour notamment les adapter au changement climatique, enrichir avec d'autres essences plus adaptées. Une méthode sur les forêts en déficit de gestion qui seraient surcapitalisées, dans lesquelles il n'y a pas eu de gestion forestière depuis longtemps, par manque en général de financement du propriétaire. Et enfin, une méthode plutôt portée par des ONG de conservation des forêts anciennes.
Alors, qu'est-ce qu'un projet carbone? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, comment est-ce qu'on le monte? En fait, on part toujours du terrain, en général, chez les forestiers. Et donc, tout d'abord, on va faire des relevés de données terrain pour analyser la station, le sol par rapport au climat et puis à la localisation du projet. On va aussi regarder les forêts alentours, comment est-ce qu'elles poussent, quel niveau de croissance elles peuvent avoir en fonction des essences qu'on voudrait choisir pour reboiser. Et à partir de ça, le gestionnaire de terrain ou le technicien forestier va pouvoir faire un diagnostic et pouvoir dire, a priori, quelles essences il faudrait planter. Et ensuite, quel serait leur rythme de croissance a priori dans le futur. Tout ça, après, on va le rapporter à des tables de production. Donc, c'est des tables d'andrométrie qu'on appelle, donc des tables de croissance forestière par type d'essence d'arbre. Et en fait, le carbone, qu'est-ce que c'est? C'est un arbre, quand il pousse, c'est environ 50% de carbone et 50% d'eau. Donc, grâce aux données de production forestière, on est capable d'appliquer quelques équations, de retirer la part d'eau, en gros, dans le bois, de garder le taux de matière sèche, d'arriver à un niveau de carbone et ensuite de simuler combien de tonnes de CO2 va pouvoir séquestrer un peuplement forestier qui pousse. Donc là, vous avez un exemple pour le chêne. Ensuite, parce qu'on est toujours conservateur sur ce qu'on va émettre comme crédit carbone, on fait une moyenne entre le stock de long terme et puis un stock jusqu'à 30 ans. L'idée, c'est de trouver un compromis entre le temps long de croissance des arbres et puis le besoin aujourd'hui tout de suite des entreprises quand elles achètent des crédits. Donc ça vous donne le stock de l'écosystème forestier, ce que stockera votre forêt. Ensuite, on calcule aussi le stock dans les produits bois qu'on va récolter, et puis la substitution fossile. Et tout ça, ça nous donne un niveau de réduction d'émissions, ou dit autrement, crédit carbone. Donc on gère aussi le risque de non-permanence, ça veut dire le risque qu'il y ait une tempête ou un incendie, on applique des rabais pour cela au projet. Et puis ensuite, concept parfois difficile à comprendre, mais il faut prouver que le projet est additionnel pour pouvoir vendre du carbone. C'est-à-dire qu'il faut prouver que sans la finance carbone, sans la vente de crédit, probablement le propriétaire forestier n'aurait pas fait ce projet par manque de financement en général. Donc ça, il faut le montrer aussi en fonction des aides publiques qui existent. Bon, il n'y en a pas tellement en général pour les projets. Et puis de la rentabilité future du projet. Donc, on ne regarde pas que le carbone, je vous le disais, il y a des critères de qualité, d'intégrité environnementale qui sont très regardés par les investisseurs. L'idée, c'est de donner des bonus en pourcentage, en fait, par type de bénéfices que vous appliquez. On ne les voit pas très bien là. Mais sur la biodiversité, on calcule en fait un nombre de critères que vous remplissez et votre projet présente ce bonus. Pareil sur les sols, quel type de préparation du sol vous allez réaliser, si c'est très localisé, si on perturbe le moins possible, vous gagnez des points. Préservation de l'eau également, le choix des essences, le maintien de mares forestières par exemple. Et enfin, un critère qui est très apprécié, c'est les bénéfices socio-économiques, donc l'emploi local, faire appel à un bûcheron local, un entrepreneur de travaux local, valoriser ses bois dans une scierie aussi proche du projet. Tout ça, ça fait gagner des points. La certification aussi forestière, PEFC ou FSC par exemple. Et enfin, le regroupement aussi dans des structures en fait, juridiques de regroupement de forestiers. Monsieur Degnaud le disait, la forêt est très morcelée et ça, on le valorise aussi quand on crée une structure qui regroupe des forestiers dans un projet carbone parce qu'on sait que ça répond aux enjeux de la filière derrière. Alors, quelques notions de prix. Donc, en général, un projet forestier, ça coûte entre 30 à 70 € la tonne de CO2. Donc, c'est vraiment, nous, on considère que c'est vraiment une vente de prestation de services par le propriétaire forestier, qui est considéré comme un revenu d'ailleurs après par l'administration. Et l'idée, c'est que c'est bien une négociation de gré à gré entre un forestier et de l'autre côté, des acheteurs sur un marché qui vont se rencontrer, qui vont pouvoir négocier des prix. Voilà. Là, il manque un graphique. On a fait une petite étude l'année... Si je fais ça... Non. On a fait une petite étude l'année dernière qui a montré qu'en général, les projets label bas carbone étaient financés environ autour de 65%. Du coup, des travaux pour les propriétaires forestiers. Donc, c'est bien, mais on peut faire mieux également. On voit en ce moment qu'il y a de plus en plus de demandes de la part des investisseurs, dues notamment à des lois de compensation obligatoire des compagnies aériennes, bientôt de compensation des centrales à charbon qui ont été réouvertes. Donc, c'est plutôt un signal prix positif.
Et l'étude montrait aussi qu'en général, les projets de boisement sont vendus en moyenne 30 € la tonne de CO2 et les projets de reboisement 35 € la tonne de CO2. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Les perspectives, je vous le disais, elles sont fortes. Sur les marchés internationaux de compensation volontaire, les projets forestiers sont les plus vendus et de loin, avec plus de 24 millions de tonnes de CO2 de projets forestiers vendus en 2021 et ça continue de monter. Les prix montent aussi sur les marchés internationaux. On était autour de 5 € la tonne il y a 3 ans et il y a des pays dans lesquels on a atteint 30 $, plutôt, la tonne de CO2. Donc c'est positif encore une fois pour nous. Sollicitation croissante des acteurs. Les ministères sont aussi très impliqués pour développer ces marchés. Voilà. Et puis un dernier mot. Quand on est producteur, qu'on vend un service, on signe un contrat avec un certain niveau d'engagement entre le propriétaire forestier et le financeur. Donc, qu'est-ce qu'il y aura dans ce contrat? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Du coup, un volume de tonnes de CO2 escompté en fonction de ce que le diagnostic de terrain a dit et de la croissance forestière qu'on a modélisée pour les années à venir. Il y a également donc la note environnementale de vos co-bénéfices. Un montant de financement, peut-être le plus important, jusqu'à combien contribue l'entreprise à vos travaux forestiers. Ça peut être 60%, mais ça peut être 100%, voire ça peut être 120%. Enfin, il n'y a pas de limite et de plafond. C'est important de le redire, parce que parfois, on a encore une logique de subvention sur ces financements de projets. Un engagement à maintenir votre projet boisé sur 30 ans. Vous ne pouvez pas changer la nature de votre culture pour mettre des panneaux solaires ou que sais-je. Vous êtes obligé de maintenir votre projet forestier pendant au moins 30 ans. En général, on récolte plus tard, mais il y a des projets sur lesquels ça peut changer. Vous abandonnez les crédits carbone à l'acheteur. Vous ne pouvez pas les vendre plusieurs fois. Voilà, et puis souvent les financeurs aiment bien réaliser des visites de terrain et puis pour vous et pour nous c'est l'occasion d'ouvrir les portes des forestiers, d'amener ces entreprises privées en forêt. Et en général c'est des journées assez riches d'échanges. Et là un petit exemple de projet, Saint-Cyr-le-Glavelay, c'est en Mayenne, c'est vraiment à la limite avec l'Ille-et-Vilaine, c'est pour ça qu'il y a un petit switch. Un boisement de terre agricole. Donc sur lequel on plantera du chêne sessile en majorité, un peu de chêne pubescent, c'est une essence plus méridionale qu'on essaye de faire remonter vers le nord, et puis ensuite toute une diversification en feuillus. Donc ce projet, il permettra de séquestrer 989 tonnes de CO2 sur 30 ans. Il y a un financeur de data center, une société de data center qui va financer ce projet quasiment à hauteur de 28 000 € au total. Donc ça fait presque 5 000 € l'hectare pour le propriétaire forestier. Puis voilà, là je vous ai remis le détail des co-bénéfices avec du travail en bande, une certification PEFC. Et un autre exemple, pas si loin d'ici non plus, c'est en Loire-Atlantique, pas très loin de la ville de Nantes, un projet de peuplerie dépérissante. Donc on a récolté les peupliers. À la place, on a replanté des peupliers, mais des cultivars plus adaptés au changement climatique, avec un essai réalisé avec le CRPF. Et il y aura quelques chênes rouvres pour créer des bordures feuillues autour du projet. Et c'est un projet qui séquestrera 2500 tonnes de CO2. Alors c'est beaucoup plus parce que le peuplier pousse vite, c'est une essence à croissance très rapide. Et surtout, dans la durée de vie du projet Label Bas Carbone, on valorise déjà la récolte de bois parce qu'on coupera ces peupliers à 22 ans. Donc dès la 22e année, on calcule un fort niveau de substitution carbone en fait de cette production de peupliers. Voilà, après tout un tas de co-bénéfices également. Et là, le propriétaire est doublement financé par une aide publique à hauteur de 12 500 € et une contribution d'un acteur privé de l'immobilier à hauteur de 19 300 €. Donc ça couvre, pareil, presque 100% du coût des travaux. Voilà, je vous remercie. Et je passe la parole à Emmanuel Delance sur les questions. Je vous propose de clôturer là, de remercier vivement nos intervenants, peut-être en les applaudissant.